Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le maréchal Khalifa Haftar et les forces de l'armée nationale libyenne poursuivent leur offensive sur Tripoli. L'ANL et les troupes du gouvernement d'union nationale se font face. Les Libyens et la communauté internationale craignent l'embrasement. Les hostilités ont fait plus de 32 morts, un regain de tension alors que doit s'ouvrir dans quelques jours un nouveau cycle de pourparlers de paix cruciaux pour la Libye plongée dans le chaos depuis 2011. Des revenus miniers multipliés par 2 en République démocratique du Congo, des recettes qui s'établissent à plus de 1,50 milliard de dollars sur l'année 2018. Est-ce le résultat du nouveau code minier? Quel impact sur l'économie réelle pour ce secteur toujours très opaque? On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Une épidémie de choléra sévit dans le centre du Mozambique. Plus de 1000 cas déclarés, un premier mort à Beira. Situation suite aux inondations provoquées par le passage à la mi-mars du cyclone tropical Idai. Et pour en parler avec moi ce soir, Mahmoud Alpha Boukenye Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et spécialiste du Sahel, auteur du Mali, le chaos généralisé. Merci à vous d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes journaliste blogueur et sur ce plateau également Jean-François Akandi-Kombe, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Place à l'actualité. Dimanche, de violents combats ont encore opposé près de Tripoli les forces paramilitaires du maréchal Khalifa Haftar aux forces loyalistes. Le maréchal a depuis jeudi dans la capitale lancé une offensive militaire contre le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez el-Sarraj. Reconnu par la communauté internationale, au moins 32 personnes ont été tuées depuis jeudi selon un nouveau bilan arrêté dimanche soir par le ministère de la Santé du GNA, le gouvernement qui annonce le début d'une contre-offensive généralisée. Le point sur la situation avec Sharon Kamara. L'offensive du général Khalifa Haftar visant à prendre le contrôle de la capitale libyenne Tripoli a échoué. Baptisée Libérer Tripoli, l'opération menée par les combattants de l'armée nationale libyenne a été repoussée à 30 km de la capitale par la milice locale Zawiya. La force de protection de Tripoli, une coalition de milices de la capitale, a aussi affirmé s'être opposée au projet de l'ANL et avoir combattu contre les soldats du général Haftar. Ce n'est pas une décision qui peut porter long feu, mais c'est tout juste une position, une décision qui est née d'une volonté de savoir jusqu'où je peux aller avec une force dans le pays. Chacun se retrouve sur une portion de terre et qui se dit bon, je peux faire ça, et il tente le coup. Du côté de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. Plusieurs grandes puissances, dont la France et les États-Unis, ont appelé toutes les parties à faire baisser immédiatement la tension. On n'a pas vu une détermination active vraiment et qui soit sous-tendue par des moyens d'abord logistiques, par des moyens financiers, par quelques moyens que ce soit même politiques, comme volonté de la communauté internationale à vouloir aujourd'hui ramener la Libye sous un régime qui puisse être démocratique. Pour rappel, l'offensive du général Haftar intervient quelques jours avant la conférence nationale pour la réconciliation, prévue le 14 avril en Libye. La rencontre vise à apaiser les tensions et surtout à trouver un accord en vue de la tenue des élections dans le pays. Alors, une offensive qui vient donc montrer la fragilité du Premier ministre Fayez el-Sarraj face donc au maréchal Khalifa Haftar qui cumule déjà de nombreuses victoires à son actif, notamment la reprise complète en 2017 de Benghazi. Il a ensuite mené de nombreux raids contre des groupes terroristes. Le maréchal Khalifa Haftar qui est aujourd'hui l'homme phare de la Libye. Est-ce que les événements actuels viennent montrer cette situation, Monsieur Boukenye Maïga. Avant d'en venir, puisque c'est de cela dont on va parler plus longuement, sur le positionnement de la communauté internationale, mais d'abord ce positionnement du maréchal Khalifa Haftar face au Premier ministre Fayez el-Sarraj. La situation en Libye est une question assez complexe.
Bon, à partir du moment où la communauté internationale, comme on l'appelle, moi je ne l'appelle pas communauté internationale parce qu'il faut être assis sur des éléments solides pour dire communauté. Bon, c'est les Nations Unies et le reste, sur initiative de Nicolas Sarkozy. Ces Nations Unies ont attaqué la Libye. Dégager la Libye de son organisation, j'allais dire traditionnelle, son organisation locale, bon, en chassant et en tuant Kadhafi. Ça a donné un désordre complet. Ce désordre complet va se résumer en 3 éléments. 1. L'émiettement du pays. 2. La désintégration locale. Et 3. Le dégagement sur toute la sous-région de ces éléments qui étaient dans l'armée libyenne, d'une manière ou d'une autre, armée, légion, etc. Et bien, tous ces gens-là se sont dissipés dans la nature en ramassant armes, bagages et banques pour descendre sur le Sahel, par exemple. Ça a donné le cas, la catastrophe au Mali, par exemple. Ça a donné aussi des pays qui sont plus sérieux que le Mali, je le dis fort et haut et clair, des pays plus organisés que le Mali, et dans l'état où il se trouve, le Niger, le Tchad, qui ont réussi quand même à endiguer l'effusion de ces légionnaires qui étaient dans les armées de Kadhafi sur les pays. Bon, à l'intérieur, il y a eu cette sorte de guerre civile. Il faut le dire, c'était une guerre civile organisée. Et un déchirement entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. L'Est et l'Ouest, le général Haftar le maréchal Haftar a réussi à maîtriser la situation là-bas, il l'a contrôlée. L'autre, Fayed, dans le Sud, à partir des injonctions de la communauté dite internationale, a réussi ce qu'on appelle leur gouvernement d'union nationale, qui a tout sauf national. Alors, en tout cas, ça reste le gouvernement qui est reconnu par, la communauté internationale. On a évoqué il y a quelques instants toutes ces victoires du maréchal Khalifa Haftar, qui est devenu en même pas une année quelqu'un avec qui la communauté internationale veut négocier. Donc il a acquis un certain nombre de légitimités. C'est aujourd'hui l'homme fort et non plus que de l'Est, mais de l'ensemble de la Libye. Et par ailleurs, la communauté internationale est accusée de jouer un double jeu, notamment la France, en reconnaissant le pouvoir de Fayez al-Sarraj, le Premier ministre, mais tout en fournissant un soutien, notamment militaire, au maréchal Khalifa Haftar. Jean-François Kandji-Combé, pourquoi la communauté internationale ne tranche pas clairement en faveur du maréchal Khalifa Haftar? Tout à fait. Alors je partirai à partir de ce que vient de nous dire notre ami, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des États et des États qui ont des intérêts extrêmement divergents. Et il y a, dans toute cette période-là, il y a une bataille de leadership qui ne dit pas, qui se cache derrière tout cela. C'est la raison pour laquelle la situation est tellement complexe que même s'il y a déjà quelques éléments qui ont été posés de la situation, je voudrais en poser d'autres pour nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent bien. 2011, c'est la destruction de ce pays. C'est la destruction du régime, la destruction de ce pays par la France, mais sur résolution du Conseil de sécurité quand même. Donc ce qu'on appelle la fameuse communauté internationale, son positionnement en Libye est aussi tributaire de ça. Ils ont détruit. Et puis, en 2015, nous avons les accords de Skhirat. Les accords de Skhirat, ce sont des accords qui sont dits politiques entre les deux branches dites politiques à l'époque. C'est d'abord le gouvernement de Tobrouk, dont la figure essentielle est le général Haftar. Et puis, il y avait ce qu'on appelait je ne sais plus quel nom ils avaient donné, le Congrès national. Le Congrès national qui siégeait à Tripoli, c'est un accord entre ces deux-là. Il faut d'abord avoir conscience que, dès 2015, les deux groupes sont des groupes politico-militaires. Ils sont d'abord assis sur une organisation militaire. Et puis, en 2015, les accords de Skhirat installent une transition. Ils installent une transition avec une programmation de la transition par les Nations Unies, sous le chapeau des Nations Unies. Absolument. Et cette transition-là, elle devait s'achever, elle avait un double objectif. D'abord, régler le sort de tous ces groupes armés sur le territoire, c'est-à-dire sécuriser un peu le territoire, et puis surtout arriver à une nouvelle constitution qui déboucherait sur de nouvelles élections avec une deadline qui était en 2018.
2018, il y a le rapport de notre secrétaire général des Nations Unies d'aujourd'hui, le plan Gutiérrez, c'était bien ça. Ça veut dire, et on sait depuis 2017 que Sarraj n'avait qu'une seule intention, c'était de prolonger la transition. Donc, si on se place dans ce contexte-là, avec différents acteurs, le premier objectif de la transition qui était de pacifier le pays et de réunifier le pays militairement. Qui l'a fait? Pas Sarraj. C'est le général Haftar, comme vous l'avez rappelé, qui a combattu, qui a repoussé progressivement. On était dans une situation de chaos où vous aviez d'un côté les plus de 2000 tribus libyennes qui s'étaient armées et qui étaient constituées en milices, et avec des milices extérieures qui étaient venues en Libye. Ces milices extérieures aujourd'hui ont beaucoup moins d'influence en Libye, d'une part, et puis d'autre part, le général Haftar a réussi à réunifier d'une certaine manière les tribus libyennes, et ce qui n'est pas rien. Là, on parle de la communauté internationale, mais la base, elle est ici. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans cette situation-là où, d'une certaine manière, le général Haftar joue le fait que la transition n'a plus de légitimité à rester, que la transition n'a pas fait le job, et qu'aujourd'hui, on veut ressusciter une idée d'accord politique alors que l'accord avait déjà été obtenu et qu'il s'agit simplement de l'appliquer en arrivant aux élections, sans compter qu'il y a le fils Kadhafi qui est en embuscade aussi de tout cela. Makaïla Ghebla, sur le général Khalifa Haftar, est-ce que la solution à la crise libyenne peut venir du général qui, lui, se pose véritablement comme celui qui unifie la Libye? Je pense le contraire, parce que la situation est extrêmement préoccupante, Zahra. Mes deux co-débatteurs ont évoqué longuement comment il est devenu utile pour la communauté internationale. Il a réussi quand même à mater le groupe terroriste qui se trouvait notamment au sud de la Libye. Il a réussi effectivement aussi à faire la guerre au Toubou, à la communauté négro-africaine qui se trouve au sud de la Libye. Il a réussi également à s'attaquer à des groupes armés tchadiens qui se battaient contre les Libye. Et donc, du coup, aux yeux de la France, aux yeux de l'Union européenne, Haftar est devenu un allié stratégique. Et que la communauté internationale, entre guillemets, est préoccupée par la question sécuritaire. Du coup, il devient... Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur lui très clairement? Pourquoi ne pas trancher complètement le jeu, en sa faveur? Justement, c'est ce jeu qui est devenu ambivalent et que nous ne comprenons pas du tout. En tout cas, de façon officielle, puisqu'officieusement, il est soutenu par ceux-là même qui soutiennent le GNA, le gouvernement d'union nationale. Justement, nous ne comprenons pas l'attitude ambivalente de la communauté internationale. D'un coup, on a annoncé des élections en 2018, il n'y avait pas eu des élections. Il y a eu deux accords, l'accord de Paris et l'accord d'Italie, censés quand même ramener, pacifier le pays. On a l'impression que la communauté internationale est aujourd'hui défaite. C'est un échec aussi, une partie de la communauté internationale. Donc Khalifa Haftar a pensé, lui, aujourd'hui, il est devenu un acteur incontournable dans le conflit libyen et qu'il a le moyen nécessaire. Au regard, en 48 heures, il a réussi à être aux portes de Tripoli. Cela est devenu très, très inquiétant. Maintenant, il appartient effectivement à la communauté internationale de nous clarifier sa position. L'appel lancé par l'ONU, appelant les forces de Khalifa Haftar de stopper leur progression vers Tripoli n'a pas été entendu. Donc c'est une situation qui devient de plus en plus inquiétante. La position de Paris est aussi préoccupante parce qu'on ne comprend pas l'attitude de la France qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas condamné effectivement la progression des forces de Haftar et non plus l'Union européenne qui, elle, est préoccupée par la question notamment des migrations. Donc la situation est devenue ambivalente au point que nous autres, qui sommes de Paris, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la communauté internationale est-elle si silencieuse et pourquoi l'ONU est aussi aujourd'hui devenue impuissante malgré que... Alors peut-être silencieuse, non, mais en tout cas, l'ONU... Voilà, ambiguë, c'est ça la situation, M. Maïga. On n'y comprend pas grand-chose. C'est ça. Et on n'y comprend pas grand-chose. D'un coup, c'est le gouvernement d'union dite nationale, du gouvernement national. Oui, à Tripoli. D'un coup, le maréchal Haftar qui fait ces offensives que nous connaissons tout de suite, mais enfin, à la fin, mon frère à côté me parlait de comment ils ont endigué tous ces légionnaires, là, anciens légionnaires déformés ou réformés, qui vont attaquer leurs pays respectifs, etc., et que ça a été bloqué. Ça a été bloqué par la France. Absolument. Voilà. Oui. C'est l'armée française qui a pu stopper la progression de ces gens-là du Tchad, votre pays. Tout à fait. OK. Sur la base d'accords importants entre la France et l'État tchadien.
Bon, là-dessus, je n'ai pas d'appréciation particulière à donner. Cependant, moi qui suis de la région de Gao au Mali, moi qui ai vécu en tant que journaliste d'abord, avant d'être enfant du terroir, la situation telle que c'est venu de la Libye, mais j'ai beaucoup salué l'intervention de l'armée française sur base, je précise, sur base de conventions entre États. L'État tchadien a demandé l'aide de la France pour stopper ces colonnes qui se déversaient sur le Tchad. Le Tchad en a assez de la guerre. Ça fait 40 ans que ça dure. Eh bien, il faut recentrer le... Alors, sur l'ambiguïté que vous avez évoquée, là, de la position de la communauté internationale, moi, je la rapporte à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à cette guerre de leadership qui existe depuis fort longtemps. Enfin, depuis au moins un an, il y a, et ici à Paris, il y a des réunions qui se bien font. sûr, mon frère. Notamment, quand même, une rivalité assez importante entre la France ou l'Italie, par exemple. Entre la France et l'Italie, pour savoir les pays qui reçoivent les migrants, les pays qui reçoivent... Et en plus, ça s'est doublé d'une sorte de course pour essayer de doubler l'Union africaine. Parce que l'Union africaine aussi est entrée dans la danse, avec un comité des sages, un haut comité des sages pour la Libye, qui est présidé par le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, et qui... peut-être incompétent, je n'en sais rien, mais qui a organisé 2 réunions à Brazzaville avec les tribus libyennes, et je crois savoir que des représentants du général Haftar y étaient. Donc on est dans ce contexte-là où, bien sûr, on est sur le terrain. C'est la force qui s'exerce aujourd'hui, et nul ne peut dire demain si le général Haftar va réussir ou pas. Et si, frontalement, on s'oppose au général Haftar, soit officiellement ou officieusement, d'une certaine manière, on tient les deux bouts. C'est-à-dire qu'on soutient officiellement Sarraj, au cas où, on ne sait jamais, mais on collabore en dessous avec le général Haftar, parce qu'on ne sait jamais, demain, ce sera peut-être lui, en plus d'être l'homme fort, d'être l'homme fort politique. Alors, on va marquer une très courte pause, et je vous demanderai si c'est la fin d'une solution négociée, comme le voudrait la France, mais aussi le gouvernement d'union nationale dirigé donc par Fayez al-Sarraj. Je vous poserai également la question de savoir s'il est encore pertinent que la communauté internationale continue de s'impliquer dans la résolution de la crise libyenne. Qu'elle s'active toujours, qu'elle continue de s'activer, ça ne donne jamais de résultats positifs, ça on le sait. Alors on continue d'en parler si vous le voulez bien, juste après cette courte pause. Merci.